Voilà, c'est Territoire d'info avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios, les télés locales de France, le réseau Via Télévision et avec TV5 Monde qui démarre. Notre invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Nicolas Bay. Bonjour, merci. Bonjour. Vous êtes député européen du Rassemblement National et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Et Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour. Patrice. Nicolas Bay, est-ce que vous avez reçu votre taxe d'habitation? A-t-elle baissé? Vous savez que de nombreux contribuables ne profitent pas de la baisse des 30% de la taxe d'habitation promise par Emmanuel Macron. La taxe d'habitation a augmenté dans plus de 6000 villes. Alors, vous l'avez reçue? Je l'ai reçue et en effet, elle n'a pas baissé. Et évidemment, on voit bien que derrière les annonces du gouvernement en la matière, eh bien, il y a une réalité qui est bien différente. Le gouvernement nous a annoncé cette baisse, l'a représentée à plusieurs reprises, alors que c'était la seule mesure d'allègement fiscal finalement qui a effectivement été mise en œuvre. On s'aperçoit d'une part que c'est un abattement de 30% cette année pour l'instant, que d'autre part, il y a environ 20% des Français qui ne sont pas concernés du tout par cet abattement. Et on s'aperçoit surtout que les communes n'ayant aucune garantie ni aucune de compensation de la part de l'État, eh bien, beaucoup d'entre elles ont pris l'initiative dès cette année d'augmenter la taxe d'habitation, prévoient de le faire pour les 2 exercices suivants et ont déjà aussi pris des mesures pour augmenter la taxe foncière pour compenser le manque à gagner. Donc finalement, on a l'État aujourd'hui qui fait peser sur les collectivités territoriales et notamment communales, qui pourtant sont déjà en grande difficulté, ce qui est présenté comme une baisse de la fiscalité. Et puis par ailleurs, de l'autre côté, il ne faut quand même pas oublier qu'on a eu une augmentation de près de 5 milliards d'euros des impôts sur l'année 2018. Il faut ajouter à cela toutes les autres mesures fiscales, notamment sur le carburant, avec 3 milliards d'euros d'impôts supplémentaires prévus dès janvier prochain. Nicolas Bay, sur cette question, est-ce que le gouvernement a raison de pointer du doigt presque nommément les communes qui profitent, enfin qui augmentent leur taux en ce moment, y compris sur l'avis d'imposition où on va savoir que telle ou telle commune a augmenté le taux d'imposition? Non mais c'est trop facile de la part du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis en place les mesures de compensation au bénéfice des communes. Donc évidemment, les communes, elles sont obligées pour équilibrer leur budget. Ce sera compensé, c'est promis par le gouvernement. Oui, d'accord, c'est promis, mais ils ont déployé encore aucun mécanisme précis, concret, aucune information précise en direction des communes pour qu'elles soient certaines de leurs ressources fiscales. Donc évidemment, beaucoup ont pris des initiatives ou profitent. Il y a de l'opportunisme. Elles profitent parfois de cette situation pour augmenter à la fois la taxe d'habitation et les taxes sur le foncier bâti ou non bâti. Mais on se retrouve dans une situation où finalement les Français payent toujours plus d'impôts, alors que le gouvernement avait multiplié les annonces en disant qu'on allait alléger la fiscalité. Concrètement, quand on fait le bilan au bout de 18 mois, on a la fiscalité qui augmente sur ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé, notamment les retraités avec la hausse de la CSG. Et puis on a les seuls allègements fiscaux significatifs, ça a été au bénéfice de ceux qui spéculent. Nicolas Bay, l'actualité du jour, Emmanuel Macron est aujourd'hui à Erevan, au sommet de la francophonie. 284 millions de personnes dans le monde qui parlent français, c'est la 5e langue la plus parlée. Est-ce que Emmanuel Macron est un bon avocat de la francophonie? Non, je ne crois pas, parce que s'il était un bon avocat de la francophonie, il n'aurait pas soutenu une ministre de M. Kagame pour ce sommet, pour représenter la francophonie, parce que je crois que la francophonie, c'est aussi l'attachement à la France, le respect de la France, et on ne peut pas dire que ce soit ce qui caractérise M. Kagame quand même. Et l'utilisation des anglicismes, c'est un président qui adore soit parler en anglais, soit mélanger un peu à faire du franglais. Est-ce que ça vous choque ou c'est moderne? Je crois qu'en effet, c'est pas Emmanuel Macron. Je pense qu'il n'est pas le meilleur avocat de la francophonie. Et souvent, alors que le président de la République française, il doit mettre un point d'honneur à utiliser le français, même s'il parle couramment anglais, et on peut pas le lui reprocher lorsqu'il est sur la scène internationale. Et souvent, il s'affranchit un peu de ce principe. Voilà. Alors que ses prédécesseurs mettaient un point d'honneur, même quand ils avaient certaine aisance dans la langue de Shakespeare, à utiliser le français parce qu'il représentait la France. Voilà. Alors le comité des droits de l'homme de l'ONU, je ne sais pas si vous avez vu, s'apprête à condamner la France pour sa loi interdisant la burqa. Cette commission parle de discrimination. Est-ce que vous comprenez son argument ou ça vous choque? Ça me choque, c'est une ingérence d'abord totale. La France est à la maîtrise de sa législation et on voit bien aujourd'hui que la loi sur la burqa, d'abord, elle n'est pas appliquée.
C'est comme ça la réalité. Quand on voit que Redouane Faïd se met en niqab pour justement échapper à tout contrôle, on voit bien qu'elle n'est pas appliquée. Parce que logiquement, ceux qui portent le niqab ou celles qui portent le niqab devraient être les plus contrôlés. Et comme il a fait le constat lucide que c'est ceux qui sont le moins contrôlés, bien du coup, il a utilisé cet accoutrement. Mais d'une manière plus générale, l'ONU prétend... Sa mission principale et sa prétention, c'est de défendre les droits de l'homme. Là, en l'occurrence, on voit que les droits des femmes sont totalement oubliés parce que qui peut croire raisonnablement que c'est une liberté des femmes de porter la burqa ou le niqab? C'est évidemment soit un geste politique, de revendication politique-religieuse qui remet en cause nos fondements, nos valeurs, la laïcité, soit c'est une contrainte qui leur est imposée, qu'elles subissent. Et donc, évidemment, là, le rôle des pouvoirs publics, c'est de leur permettre justement d'exercer leur liberté et de ne pas subir ces pressions qui aboutissent à ce qu'elles portent le niqab. Sur cette question de la laïcité, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a publié hier les premiers chiffres sur les atteintes à la laïcité à l'école. 1000 signalements. 400 finalement véritables faits. Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne nouvelle, compte tenu du nombre d'élèves? Finalement, la question n'est peut-être pas si cruciale que ça. Vous savez, je crois que c'est exactement comme les chiffres de la délinquance. Il faut les prendre avec beaucoup de précaution parce que souvent, ils sont basés uniquement sur le nombre de plaintes, sachant qu'il y a un nombre incalculable de délits et parfois même de crimes qui ne font l'objet d'aucune plainte et qui, du coup, ne sont pas répertoriés. Je pense que en la matière, s'agissant des atteintes à la laïcité, elles sont évidemment très nombreuses et je pense qu'il y a des quartiers entiers où elles sont généralisées, où elles ne font l'objet d'aucun signalement. Donc je crains que les statistiques de M. Blanquer soient très en deçà de la réalité. Aujourd'hui, on voit bien que partout, et d'ailleurs Gérard Collomb, quand il a quitté ses fonctions il y a 10 jours, a reconnu qu'il y avait des quartiers entiers où les lois de la République ne s'appliquaient plus, où c'était les trafiquants de drogue ou les barbus ou les deux en même temps qui font leurs lois. Et donc c'est des quartiers où évidemment les atteintes à la laïcité, elles sont permanentes, quotidiennes, et sans doute par centaines ou par milliers. Mais en l'occurrence, on parle de l'école, là. Oui, d'accord, mais il y a des écoles dans ces quartiers, dont je parle, en l'occurrence. C'est Nicolas Bay, député européen Rassemblement National, qui est notre invité politique ce matin. On passe aux européennes, si vous le voulez bien. Alors vous êtes au coude à coude avec La République En Marche dans les sondages, vous êtes crédité de bonnes intentions de vote. Mais au fond, est-ce que vous surfez pas sur une vague mondiale populiste? Est-ce que c'est vraiment dû à vos mérites, à vous? À chaque fois que nous avons le vent en poupe, soit dans les sondages, soit dans les résultats électoraux, mais c'est vrai, nous surfons. Voilà, nous sommes des champions de surf. En Europe, dans le monde. La réalité, c'est que ce que nous disons depuis des années, c'est-à-dire que le vrai clivage, il oppose les mondialistes, qui conçoivent d'ailleurs l'Union européenne comme une étape vers le village global, et d'un côté, et les nationaux, c'est-à-dire ceux qui croient dans la nation et qui veulent construire une Europe des nations et des protections, c'est ça le vrai clivage. C'est plus le clivage droite-gauche qui est daté. Voilà. Eh bien, les sondages aujourd'hui le montrent. Nous sommes au coude à coude avec la liste qui sera conduite qui sera soutenue par le président de la République. Je pense que nous pouvons arriver en tête, même la distancer. Je crois qu'il y aura pas de place pour les ambiguïtés dans cette campagne européenne. D'un côté, Emmanuel Macron qui défend ce qu'il appelle la souveraineté européenne, c'est-à-dire en pratique l'accélération vers le fédéralisme, aller encore plus loin dans cette Union européenne qui ne fonctionne pas entre les mains d'une Commission européenne qui détient tous les pouvoirs de manière opaque et antidémocratique, soit sortir de ce modèle-là, avoir une construction européenne qui respecte les nations, qui organise des coopérations, qui n'implique pas d'ailleurs nécessairement que toutes les coopérations concernent les 28 ou les 27 pays de l'Union européenne, et puis surtout dont on redéfinit clairement les objectifs politiques, se protéger face à l'immigration massive, ce que l'Union européenne a été incapable de faire et n'a jamais voulu faire ces dernières années, et puis se protéger de la concurrence déloyale, parce qu'aujourd'hui, l'espace totalement ouvert, sans protection, sans régulation, c'est évidemment désastreux pour l'économie réelle, et c'est un modèle qui n'est plus imité nulle part sur la planète. Nicolas Bay, sur ce créneau-là, est-ce que votre principal concurrent, c'est pas Nicolas Dupont-Aignan ? Sachant que dans vos rangs, il y a des eurodéputés qui l'ont rejoint, il y a 19 conseillers régionaux qui l'ont rejoint, que vous venez d'ailleurs d'exclure du Rassemblement national. Et Nicolas Dupont-Aignan, nous lui avons tendu la main. Et qui progresse dans les sondages. L'occasion, oui, il est à 5 ou 6% des voix, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr, mais ce qui reste relativement modeste par rapport au poids électoral qui est celui du Rassemblement national. Nous lui avons tendu la main. Il fait le choix, a priori, mais il peut encore changer d'avis, de constituer une liste dans son coin, en quelque sorte. Moi, je respecte ça, chacun a le droit de se présenter aux élections, mais je crois qu'il y aura un vote utile, efficace,
aux élections européennes, à la fois pour s'opposer à Emmanuel Macron et dire pour les Français ce qu'ils pensent de la politique qui est menée depuis 18 mois par le gouvernement, pour porter un projet européen alternatif, parce que c'est ça l'enjeu des européennes. Pourquoi vous ne lui avez pas répondu d'ailleurs? Il vous a envoyé une lettre, il l'a envoyé aussi à Laurent Wauquiez qui a répondu par une fin de non-recevoir. Pourquoi vous n'avez pas répondu? Il y a une réponse très claire, mais elle ne s'est pas faite par courrier. On a très clairement répondu que nous continuons de tendre la main à tous ceux qui veulent participer à ce rassemblement des nationaux. Il aura lieu, quelle que soit la décision de Nicolas Dupont-Aignan et de son mouvement. Il y aura sur la liste du Rassemblement national des personnalités qui viennent de la société civile, qui viennent d'autres formations politiques et qui illustreront cette capacité à rassembler. Mais ce qui est important... Est-ce que vous-même, vous serez candidat ? Oui, bien sûr. Moi, je suis aujourd'hui à ma tâche. Je suis coprésident de notre groupe parlementaire au Parlement européen. Nous travaillons au quotidien à la construction de cette Europe des nations. Est-ce que vous n'êtes pas, du coup, vous n'avez pas le meilleur profil pour être tête de liste? Parce qu'on parle moins de vous que de Louis Alliot, qui est député national. Alors, pourquoi vous n'êtes pas candidat? Non, de façon plus affichée. Non, mais moi, j'entends être candidat aux élections européennes. La question de la tête de liste, puisque c'est de ça dont vous me parlez, elle sera débattue, tranchée dans nos instances. Mais vous savez, on n'a pas au Rassemblement national le problème qu'ont les autres. On n'a pas à trancher une ligne politique. On a un choix à faire sur l'organisation de la campagne, la tête de liste, les candidatures. Tête de liste. Non, mais écoutez, moi, je suis pas là pour faire... Non, mais je suis pas là pour faire acte de candidature. Moi, je travaille aujourd'hui sur le projet, sur la stratégie de rassemblement. Cette Europe des nations que nous appelons de nos voeux, longtemps elle a pu sembler être un slogan. Aujourd'hui c'est une réalité concrète. En Italie, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, partout s'exprime cette volonté, et celui qui est isolé sur la scène nationale, on le voit avec son incapacité à remanier le gouvernement, mais aussi et peut-être surtout sur la scène européenne, aujourd'hui c'est Emmanuel Macron. Il est tout seul avec le gouvernement socialiste espagnol à vouloir encore de l'immigration. Angela Merkel, on ne l'entend plus parce qu'elle est en très grande difficulté entre la pression de l'AfD et la quasi-dissidence de ses alliés, ex-alliés presque bavarois de la CSU. Donc on voit bien que le modèle du fédéralisme européen, de l'ouverture totale des frontières, aujourd'hui, il est totalement obsolète, il est daté. Emmanuel Macron, il s'inscrit résolument dans l'ancien monde. Il a le soutien d'Alain Juppé, qui aujourd'hui va participer à une convention européenne avec une ministre de Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que le vieux monde se coalise de manière absolument évidente. Alain Juppé et Emmanuel Macron sont d'accord sur le projet de fédéralisme européen, l'ouverture totale des frontières, l'immigration massive, la concurrence déloyale intra-européenne avec le travail détaché, extra-européenne avec les traités de libre-échange avec l'ensemble de la planète, ce qui est d'ailleurs profondément anti-écologique comme modèle, parce que les accords commerciaux transcontinentaux, c'est ce qu'il y a de moins écologique. Mais Nicolas Bay, est-ce que vous serez candidat en dépit des procédures judiciaires qui ont été ouvertes contre vous et contre un certain nombre d'élus du Rassemblement national ? Est-ce que ce sont des magistrats politisés de surcroît et qui ne cachent pas qu'ils sont politisés, membres ou soutiens du syndicat de la magistrature, qui vont décider qui est candidat et qui n'est pas candidat à une élection? Mais est-ce que c'est pas le Parlement européen vous reproche notamment un certain nombre de frais qu'il considère comme injustifiés avec des notes de repas avec 400 euros, plus de 400 euros par personne? Est-ce que c'est pas choquant dans un pays où il y a 9% de chômage? C'est des sujets qui ont été totalement tranchés. Nous avions des procédures financières à l'intérieur de notre groupe parlementaire qui ont été mises en place. On s'est conformé à l'interprétation qui était celle de l'administration du Parlement, mais il n'y a aucune procédure judiciaire sur ces questions-là. La seule procédure judiciaire, elle touche à la question des assistants parlementaires. Nous accusons formellement les accusations dont nous sommes l'objet. Nos assistants parlementaires nous ont assistés dans notre travail parlementaire, lequel ne se limite pas à ce qui se passe dans l'hémicycle de Strasbourg ou à Bruxelles. Et évidemment, nos assistants parlementaires, ils ont le droit aussi d'avoir un engagement politique, parce que ce ne sont pas des citoyens de seconde zone. Mais c'est pas le fait qu'il y ait une procédure qui d'ailleurs met en cause 15 personnes actuellement, tous les dirigeants du Rassemblement national sont inculpés, ou enfin sont mis en examen. Ça montre bien le caractère très politicien de cette procédure initiée par Martin Schulz, l'ancien président socialiste du Parlement européen, avec Mme Taubira, ministre socialiste de la Justice. Il y a une nouvelle actualité, c'est que le parquet de Nanterre vient d'ouvrir une enquête préliminaire contre Marine Le Pen pour avoir publié in extenso sur Twitter un acte de procédure. Donc c'est à nouveau des démêlés judiciaires. Oui, non, mais le harcèlement judiciaire n'en finit pas. C'est extraordinaire quand même qu'il y ait une procédure aussi extravagante que celle d'une expertise psychiatrique contre Marine Le Pen. On puisse même pas en parler parce qu'on nous dit que c'est couvert par le secret de l'instruction. La violation du secret de l'instruction, elle est totale et permanente dans notre pays, sur tous les dossiers, et notamment lorsque ça concerne le Rassemblement
national. Lorsque nous avons une audition chez les juges sur cette affaire, elle est éventée dans le quart d'heure qui suit, elle est dans la presse, dans les jours qui immédiatement in extenso. Ça veut dire qu'au pôle financier, des magistrats, des greffiers, des personnes qui travaillent sur place, immédiatement et en permanence violent le secret de l'instruction. Alors, moi, je ne suis pas capable d'identifier qui est responsable de quoi, mais ce qui est certain, c'est que la violation du secret de l'instruction, ce sont les arcanes judiciaires elles-mêmes qui la mettent en œuvre au quotidien. Donc, nous en faire le GAIF à nous, vous y voyez une responsabilité du gouvernement ? Non, je ne dis pas que le gouvernement est en cause. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup aujourd'hui de magistrats, pas tous, hein, il y en a qui font honnêtement leur travail, mais beaucoup de magistrats qui aujourd'hui instrumentalisent l'institution judiciaire à des fins politiques pour affaiblir ceux qui doivent considérer, à tort ou à raison, comme leurs adversaires. Un petit mot sur le remaniement qui dure, qui coince. En même temps, le gouvernement dit, la tête de l'exécutif dit, on prend notre temps pour justement pour trouver les bons profils et pas commettre à nouveau, pas avoir des gens qui à nouveau vont se retrouver dans des difficultés. Est-ce que vous pouvez pas faire crédit quand même à l'exécutif de prendre son temps? En Allemagne ou dans d'autres pays, parfois ça prend des dizaines de jours. Écoutez, ça fait 10 jours que la France n'a plus de ministre de l'Intérieur. Alors qu'il y a une agression toutes les 2 minutes dans notre pays. Qu'on n'a jamais atteint un niveau aussi élevé de délinquance, de criminalité, d'ensauvagement même de la société française. On devrait avoir un ministre de l'Intérieur totalement à sa tâche à temps plein. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas, c'est le moins qu'on puisse dire, de Gérard Collomb au cours des 18 mois qui viennent de s'écouler. On a le sentiment d'un flottement total. Emmanuel Macron n'a pas de pièce de rechange. On a eu la démission du numéro 2 du gouvernement, la démission du numéro 3 du gouvernement. Qu'est-ce qu'on a à attendre maintenant? C'est la démission du numéro 1, c'était Édouard Philippe, parce qu'on a le sentiment que finalement, si ça flotte à ce point, si on assiste à un cafouillage total depuis près de 15 jours, c'est sans doute parce qu'il y a un différend entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, et le simple fait qu'Édouard Philippe dise le contraire dans l'hémicycle tend à le confirmer. Pardon, Nicolas B. Kylian Mbappé, qui est l'enfant de Bondy, est à la une du Times, l'édition internationale. Ça vous plaît, ça? Écoutez, en tout cas, il est un ambassadeur de la France. Il est un joueur extrêmement brillant, et pas plus tard qu'hier soir, je crois. Il a encore magnifiquement sauvé la situation en fin de match amical face à l'Islande. Donc voilà, qu'il soit honoré comme un grand sportif qui participe au rayonnement du pays, bien sûr, je m'en réjouis. Vous en réjouissez. Très bien. Les téléspectateurs assidus ont remarqué votre nouveau look. C'est la tendance Édouard Philippe qui vous a pris, ça? Non, c'est pas pour imiter Édouard Philippe. Voilà, j'ai gardé le look estival, mais je suis à mon travail. On n'est plus en vacances. Merci Nicolas B, député européen, Rassemblement national, d'avoir été notre invité politique. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Merci. Voilà, Nicolas B quitte ce plateau. Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme, président de TB Sud et de TB Ouest, les chaînes TNT de Bretagne, fait son entrée. Il était présent dans la première partie de cette émission. Et André Crétenant, directeur de l'information de TV5 Monde, chaîne qui nous diffuse dans 200 pays et territoires, vient de rentrer sur ce plateau. Bonjour. André. On démarre avec la politique. En attendant Macron, c'est le titre, je le disais tout à l'heure, de votre éditorial dans le Télégramme aujourd'hui. C'est ce face-à-face Édouard Philippe, Emmanuel Macron. Il vient d'en parler d'ailleurs, Nicolas B. C'est réel, cette tension. On les croyait pourtant très assortis et s'entendant très bien, ce couple exécutif, Hubert Coudurier. Or, on entend le contraire. Dans la 5e, il faut s'attendre à tout. Chirac, Giscard, au début, ça marchait très bien. Alors, je dis quand même, c'est pas comme le retour attendu de Gaulle de Baden-Baden. On n'est pas dans un moment de tension politique telle qu'on attend. Mais il est clair que le Premier ministre, Édouard Philippe, souhaite pousser des hommes de droite, Franck Riester, le maire d'Angers, Christophe Béchu, on parle également de Dominique Bussereau, et que là, il y a eu une crispation de l'Élysée et des hommes du président pour dire non, c'est le maître des horloges, c'est Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il prend son temps, même si les critiques s'accumulent pour dire, comme Nicolas B, il n'y a pas de ministre de l'Intérieur depuis 10 jours, c'est scandaleux, etc. C'est une manière de montrer que la prééminence des institutions de la Ve République, elle va au président et pas au Premier ministre. Une spécificité française. Oui, absolument. Effectivement, je pense que c'est un moment assez particulier parce qu'il y a une sorte de rééquilibrage. Peut-être pas du pouvoir, mais de l'influence. Et des sondages. Des sondages, bien sûr, mais le Premier ministre, évidemment, s'en sort mieux après cette période de crise, qui n'est d'ailleurs peut-être pas complètement terminée. Et donc, ce rapport entre le Président et le Premier ministre est assez crucial. C'est là, effectivement, si effectivement, tout à coup,
le Premier ministre claquer la porte comme un ministre, voilà, là on serait véritablement dans une crise. Or, on n'en est pas là. Donc moi j'ai tendance un peu à relativiser ce qui se passe en ce moment. Mais c'est une opération assez délicate. On l'a vu. Est-ce que ces tensions sont vives ou pas? C'est difficile à dire. Mais on est dans un moment assez dangereux. C'est vrai que les institutions de la Ve République fait que voilà, il y a quand même une permanence du gouvernement. On ne peut pas dire qu'il y a un souci. Et ça n'est pas sans majeur. conséquence sur la ligne du gouvernement. C'est-à-dire, en gros, est-ce que le gouvernement poursuit les réformes au même rythme que précédemment, notamment sur les retraites? Est-ce qu'il va, là on voit qu'il les a décalées après les européennes, ou est-ce qu'au contraire il va lever le pied et considérer que la légitimité, l'état de grâce est passé, qui donc il faut maintenant rassurer la gauche? Le discours du en même temps est très ambivalent et laisse ouvert la porte à toutes les interprétations. Absolument. Et c'est pour ça que le président ne veut pas non plus trop se marquer. C'est la principale conséquence de cette période. C'est quelle va être encore la capacité de ce gouvernement à faire passer des réformes qui sont très importantes. Effectivement, la réforme sur les retraites, mais aussi la réforme sur l'assurance maladie, chômage, etc. Mais est-ce qu'au fond, pendant les travaux, le magasin continue pas de fonctionner? Parce que Bruno Le Maire, par exemple, a fait adopter une loi, la loi Pacte, qui quand même contient de bonnes mesures pour stimuler la croissance. On n'en a pas beaucoup parlé. Le gouvernement, il continue d'être au travail, André Crête-Non. En Italie, il y a des gouvernements qui durent des mois, qui sont au travail. La Belgique, où il n'y a pas eu de... En Belgique, pendant ça a duré combien? Plus d'un an. L'Allemagne, qui n'a pas réussi à faire une coalition avant, etc. Mais enfin, ce sont quand même des situations qui sont différentes et des organisations politiques qui sont différentes. Donc, ce qui est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en termes de communication sur ce qui se fait effectivement aujourd'hui, ça passe à l'as, on n'en parle pas. Et la deuxième conséquence, c'est la capacité effectivement de ce gouvernement à pouvoir continuer l'ensemble des réformes qu'il a annoncées. C'est ça le principal enjeu. Et je crois qu'au-delà d'une certaine hystérie politico-médiatique qui a commencé avec l'affaire Benalla, il y a la capacité du président à renouveler son vivier. C'est pour ça que ça prend du temps. Il a quand même été, même s'il y a eu de bonnes choses, le plan pauvreté, le plan santé, qui sont passés un peu à la trappe finalement à cause des polémiques, il a été lâché par deux de ses principaux lieutenants, qui étaient Nicolas Hulot et Gérard Collomb. Et il faut aujourd'hui qu'il montre qu'il est un peu plus entouré, qu'il est capable de déléguer un peu plus, parce que toute cette crise finalement montre son isolement. Si on parlait football, on dirait qu'il manque des joueurs sur le banc. La sélection. Erevan, il se passe des choses au sommet de la francophonie. Emmanuel Macron plaide pour une francophonie de reconquête. On a vu des images de TV5 Monde tout à l'heure dans le Zap Monde de ce sommet. Alors, la francophonie, André Crête-Non, vous connaissez bien ça. Vous êtes le directeur de l'information de TV5 Monde, la plus grande chaîne francophone du monde. Elle est plus vivante que jamais. Et c'est quoi? C'est une arme fatale en politique internationale? Alors, c'est en tout cas un lieu d'influence. Et évidemment, c'est une organisation internationale qui réunit quand même pas mal de dirigeants du monde, et en particulier du monde francophone. C'est-à-dire que la force et la faiblesse de la francophonie, c'est la même que celle de l'ONU. C'est le fait d'avoir là un forum où les chefs de gouvernement, les chefs d'État se rencontrent, où ils peuvent avoir effectivement un certain nombre de discussions sur les problèmes actuels, que ce soit les libertés, que ce soit le développement, que ce soit les questions climatiques. Et puis sa faiblesse, c'est-à-dire le fait d'avoir un consensus avec l'ensemble de ces pays. Voilà, moi je compare beaucoup l'OIF à l'ONU. C'est une sorte d'ONU d'ailleurs, d'ONU francophone. Mais il y a quand même une polémique aujourd'hui très franco-française sur le fait que le président Macron ait poussé la représentante du Rwanda, Louise Mushikiwado. Alors, la dernière fois, le secrétaire général de l'OIF, Michaël Jean, avait été élu parce que les Africains avaient été incapables de s'entendre entre eux. Cette fois-ci, c'est quand même un peu curieux de pousser la représentante d'un pays anglophone, qui plus est en guerre psychologique contre la France depuis des années. C'est ce qu'a dit Nicolas B, je vous signale sur ce plateau tout à l'heure. Il a dénoncé ça. Et alors là-dessus, il y a, je dirais, des manœuvres diplomatiques françaises qui ne sont pas évidentes, mais qui rappellent un peu celles de Bernard Kouchner à l'époque où il avait poussé Nicolas Sarkozy à se rendre à Kigali. Alors, sauf que le président a réussi à rallier un consensus. Vous parlez du président Macron. Le président Macron qui a réussi à avoir un consensus. Et c'est vrai que ce qu'il faut saluer, c'est l'Afrique.
qui réussit à se mettre d'accord sur une candidate. Enfin, voilà. Donc, ensuite, c'est vrai que ça va améliorer les relations entre le Rwanda et la France, c'est sûr. L'influence du président français est telle qu'il suffit qu'il prenne position ou qu'il soutienne, alors cette Rwandaise en l'occurrence Louise Mushikiwabo, face à l'actuel secrétaire général, pour que ça passe automatiquement. Expliquez-nous. Non, je ne pense pas. Je pense que évidemment que le poids de la France est important. C'est un des gros contributeurs. C'est quand même un des bassins de population francophone les plus importants. Non, mais c'est lui le premier. C'est lui le premier qui a sorti ce nom de Louise Mushikiwabo. Et assez vite, il y a eu un consensus parce que Michaël Jean non plus n'a pas réussi complètement à séduire, et en particulier les pays africains. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Il a eu l'avantage d'être celui qui amène une solution. Il reste une minute, mais j'ai une question à vous poser, à vous deux d'ailleurs. J'ai vu que l'Arabie Saoudite avait voulu adhérer à la francophonie. Alors là, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi. Alors ça a été rejeté, ça a été rejeté. Alors c'est plutôt l'Arabie Saoudite qui a retiré sa demande. Oui, enfin, il y a un contexte sous forte pression. Avec un journaliste saoudien emprisonné ou disparu en Turquie. Qui a disparu à Ankara, donc ça pose problème. L'Arabie Saoudite qui pose sa candidature pour ça pose la question de l'objet de la francophonie. Précisément parce qu'il considère que c'est un forum intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir qu'il d'influence politique, vous voulez dire. Voilà, que c'est intéressant de faire partie de l'OIF. Mais ils n'ont rien à voir avec la francophonie pour des raisons économiques, des raisons d'influence. C'est ça qui est intéressant. Non, sur le plan... Ça montre la capacité d'attrait de la francophonie. Voilà, c'est ça. Qui effectivement est quand même obligée d'être un peu poreuse à l'égard du monde anglophone. Mais vous savez que le Qatar en fait partie, et c'est vrai que la question va se poser de plus en plus sur voilà, quel est l'objet politique aussi de la francophonie. Merci Hubert Coudurier, directeur d'information du Télégramme, André Crétenant, directeur de l'information de TV5 Monde, d'avoir débriefé l'actualité. On va passer au Zap Matin, c'est-à-dire ce qui s'est passé aussi dans les autres matinales ce matin. On se retrouve après pour la troisième partie Territoire Sénat. A tout de suite. Emmanuel Macron et son épouse ont été accueillis par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, hôte du 17e sommet de la francophonie. Si on ne rétablit pas en France et en Europe l'idée de la frontière au sens géographique mais aussi au sens anthropologique, notre civilisation va partir par le fond. Quand je dis la langue française, je parle de nos langues françaises. Son épicentre, je l'ai souvent dit, il n'est ni à droite ou à gauche, si je puis dire, de la Seine. Il est sans doute dans le bassin du fleuve Congo. Une nouvelle secrétaire générale de l'organisation devrait être élue, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Sa candidature est soutenue par Paris, mais pour d'autres, le choix du Rwanda, pays anglophone, dérange. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. Quant à la secrétaire générale, je la connais parce qu'elle a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda quand moi-même j'étais ministre. C'est une femme d'abord qui parle très bien français, c'est quand même important. Et rare quand même au Rwanda. Et je crois que le vrai visage de la Macronie, qui est dominé par cette tambouille politique, est en train d'éclater au grand jour et qui nous met à l'envers par rapport à toutes les urgences sociales du pays. J'avais particulièrement hâte aujourd'hui, même si l'impatience n'est pas dans ma nature, comme vous avez pu le constater. Je suis un ministre heureux et surtout totalement déterminé à poursuivre cette action de transformation économique et de renforcement de la zone euro qui sont indispensables. Écoutez, j'en ai parlé avec le président de la République, avec le Premier ministre. Je leur ai exprimé le souhait de rester. Je leur ai dit qu'on avait encore beaucoup à faire pour cette transformation numérique du pays, transformation numérique de l'économie, pour que nos startups soient au service de notre pays, pour que les PME, TPE se transforment elles aussi, pour que l'État lui-même soit un transformateur de ce monde numérique. Donc moi, je suis prêt à rester et je le souhaite très fort. Malheur à toi, ô pays dont le roi est un enfant et dont les princes festoient dès l'aurore. Voilà, une nouvelle séquence que vous retrouvez chaque matin. Ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos aussi, ce sont les équipes de Christophe Combarieux qui l'ont faite. Voilà, tout de suite, c'est la troisième partie de cette émission qui démarre.